L'actualité à la une ce soir. Un autre candidat se lance à la conquête de Kosiam. Ablasse Ouedraogo défend les couleurs du parti Le Faso autrement. À la présidentielle du 11 octobre prochain, l'ancien ministre des Affaires étrangères et ancien directeur général de l'OMC a été choisi et investi ce soir au terme d'un congrès de 2 jours tenu à Ouagadougou. Vous l'entendrez dans ce journal. Des cités de la Caisse nationale de sécurité sociale en souffrance, mais les idées ne manquent pas pour les mettre en valeur. Des nécessités y ont aménagé en entendant la note. Une visite sur le site dans cette édition. Les grands du monde sont encore réunis pour décider pour l'avenir du monde. Le G7 est dans les Alpes de Bavière. La Russie a été écartée du jeu depuis l'annexion de la Crimée, et ce, pour la 2e fois. Et puis, un invité nous accompagne. Le coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition vient nous parler de ce projet. Il est 20h et merci de suivre l'actualité de ce 7 juin 2015. C'est Ablasse Ouedraogo qui va défendre les couleurs du Faso autrement à la présidentielle prochaine. Il a affiché ses ambitions hier sur notre plateau de 13h. Son souhait a été suivi par les militants du parti Le Faso autrement. Son choix est intervenu à la fin d'un congrès qui a toiletté les textes et renouvelé les instances dirigeantes. Tanga Robert Kafando. Ablasse Ouedraogo, investi candidat du parti Le Faso autrement à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain. C'est la principale résolution prise à ce premier congrès ordinaire qui vient de s'achever ce dimanche 7 juin. J'accepte avec honneur et humilité d'être le porte-étendard et le candidat de Le Faso autrement. Un choix reçu par les désormais candidats non seulement comme un honneur, mais aussi comme un sacerdoce et un sacrifice à consentir, et ce, avec les partis amis. Je voudrais être l'homme de consensus, le conciliateur, le rassembleur. Octobre, c'est bientôt, et le candidat Ablasse Ouedraogo décline déjà le programme politique du parti adopté lors de ce congrès. Dans notre programme de société qui s'appelle « Ensemble, construisons le Burkina Faso », nous mettons l'homme et la femme au centre des préoccupations. Le développement et le progrès doivent commencer et se terminer par l'homme. C'est pour cela que nous disons tout simplement que pour qu'un être humain puisse faire de la production, il lui faut 2 choses fondamentales. La santé, le savoir et la connaissance. Venus des 45 provinces du Burkina, les congressistes ont également procédé à la relecture des textes du parti et au renouvellement du secrétariat exécutif national. Ils ont également recommandé l'adhésion du parti à l'international libéral. Le candidat du parti est connu et même son premier ministre. Il s'appelle Tahirou Bari et Laurent Bado. Ce week-end, c'est le chef régional du parti dans les Hauts-Bassins qui a été installé. Il a pour mission de coordonner les actions du parent dans la région. Explication sur place à Hadi Sandamba. Comme cette écharpe autour du cou, la charge de porter haut le flambeau du parent, le parti de la Renaissance nationale dans la région des Hauts-Bassins, incombe désormais à ce monsieur. Bakary Sanogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est donc le chef régional du parent dans cette partie du Burkina Faso. Il a pour défi de coordonner les actions du parti dans les 3 provinces que compte la région et il devrait travailler à repositionner le parent sur la voie du succès, a souligné son premier responsable. Il a également la responsabilité de barrer la route aux VIP. Et quand je dis VIP, il ne s'agit pas des very important personalities, il s'agit plutôt des vendeurs d'illusions politiques. Une tâche qualifiée de fardeau commun pour l'ensemble des militants de la région par Bakary Sanogo. À cet effet donc, il s'est engagé à impliquer tous les militants dans l'atteinte des objectifs qui sont les leurs. Nous prenons toute la mesure de la charge dont nous venons d'être investis et nous nous attacherons. Mieux, nous nous appliquerons à ne pas trahir la confiance ainsi placée à nous. Et cette nouvelle ère de responsabilité sonne comme une obligation morale pour Bakary Sanogo au regard de son engagement politique, a-t-il ajouté. C'est pourquoi, en sa qualité de chef régional du parent des Hauts-Bassins, il a appelé la population à plus d'ardeur au travail, à la loyauté et surtout au respect du bien public, gage de tout développement.
Le candidat de l'UNIR PS du collectif des partis sankaristes, M. Sankara, était à Boussé dans le plateau central. Il est allé expliquer les enjeux de l'union retrouvée des partis sankaristes. Cette étape marque le début d'une tournée nationale de celui qu'on présente comme le candidat unique des sankaristes, Maxime Zongo. Après l'unité retrouvée suite à la convention des sankaristes en mai dernier à Ouagadougou, Maître Benouende Sankara et ses collaborateurs ont décidé de descendre vite sur le terrain pour expliquer aux militants de base les enjeux immédiats et futurs. La première étape, Boussé, une ville symbole, car c'est de là qu'est né le parti de l'œuf il y a 15 ans. Et nous nous sommes souvenus de ce que cette localité, cette ville nous avait porté chance. Voilà pourquoi nous avons choisi d'abord cette localité pour le lancement de l'ensemble de nos activités pré-campagne. Dans son message, Maître Benouende Sankara a surtout insisté sur l'engagement militant de la jeunesse et des femmes. Les élections qui se profilent à l'horizon constituent une véritable aubaine pour permettre au peuple du Burkina Faso d'opérer ce changement à travers les urnes. L'insurrection a eu lieu, mais il faut parachever l'insurrection en permettant bien sûr un programme alternatif sankariste qui, de notre point de vue, est le projet de société que les Burkinabés attendent. Pour leur part, les différents intervenants ont promis ferme de faire bloc autour de leurs dirigeants afin que triomphent les sankaristes. Une chance, ont-ils insisté, pour le peuple burkinabé qui pourrait enfin voir se réaliser ses aspirations profondes. Aux côtés de ces candidats investis par les partis politiques, il y aura aussi des candidats indépendants, aussi bien à la présidentielle que dans les législatives. La Ligue des Hauts-Bassins réfléchit sur les conditions de participation de ces candidats. Elle s'intéresse surtout sur la participation des organisations de la société civile. Moumouni Baro. Adopté le 7 avril 2015 par le Conseil national de transition, le nouveau code électoral donne l'opportunité aux citoyens de prendre part aux élections en tant que candidats indépendants. Désormais, ce n'est plus une obligation de militer dans un parti politique comme l'exigeait l'ancien code électoral. La rencontre de Bobo aujourd'hui était de savoir est-ce que cette loi-là est une opportunité pour les OSC ou une menace. Mais ce que nous disons, c'est que tout citoyen est en droit de faire la politique, mais il faut le faire en toute responsabilité, sans ambiguïté, sans amalgame. Ceux qui militent aujourd'hui au sein des organisations de la société civile, qui voudront passer en politique, devront le faire en toute responsabilité. Compte tenu de l'enjeu de cette nouvelle donne dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de la démocratie, la Ligue citoyenne des Hauts-Bassins vise les objectifs suivants. Donc, nous avons trouvé qu'il était utile d'initier cette rencontre pour permettre non seulement d'informer les responsables des OSC sur la question réelle des candidatures indépendantes, mais également d'échanger des expériences. Cette rencontre a réuni 40 participants venus des organisations de la société civile de la ville d'Essia. Espérons qu'à l'issue de cette rencontre, toutes ces personnes puissent relayer le contenu du message de façon convenable à leur structure de base. Et je reçois pour vous M. Olivier Sawadogo. Il est le coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition. Bonsoir M. Sawadogo. Bonsoir M. Simon Gongo. Alors, le programme socio-économique, il est désormais connu. Ce que l'on ne sait pas d'abord, c'est que depuis son lancement, c'est un programme qui a 25 milliards de budget, qui va s'intéresser à plusieurs secteurs. Vendredi dernier, on a assisté au lancement du technopôle technologique de l'université de Ouagadougou. Au-delà, qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui? Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler du programme. Le programme socio-économique d'urgence de la transition, c'est un programme qui doit s'exécuter dans des délais assez courts, comme vous le savez. Pendant la période de la transition. Pendant la période de la transition. La mission qui nous a été donnée, c'est de
construire les CSPS et les infrastructures scolaires. CSPS, on va dire 80 CSPS, comme intitulé dans le programme, 75 complexes scolaires et bien d'autres. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? L'appui aux jeunes, l'appui aux femmes. Et à ce jour, nous avons pu mettre sur le terrain des entreprises chargées de la construction des CSPS et puis des complexes scolaires. Il y en a qui ont déjà démarré, qui sont sur le terrain, qui ont déjà démarré les travaux. Donc, nous allons, dans les jours à venir, nous attaquer au suivi, également à l'appui aux jeunes et aux femmes, que nous avons d'ailleurs démarré à Bobo-Dioulasso au cours du mois de mars. L'appui aux jeunes et aux femmes avec un budget de plus de 10 milliards de francs CFA pour le secteur informel et surtout les femmes. Oui, parlez-nous concrètement de à quel niveau vous en êtes aujourd'hui depuis le lancement. Alors, depuis le lancement, nous avons convenu de travailler avec un certain nombre de fonds. Nous avons un partenariat avec le Fonds burkinabé de développement économique et social. Nous avons engagé une démarche avec la Caisse populaire qui est suffisamment représentée sur le terrain. Donc, parallèlement à ça, il y aura également des initiatives à l'endroit du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse pour mettre à la disposition des kits de façon à ce que l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire la création d'emplois, soit une réalité. La création d'emplois, 30 000 emplois et puis 10 000 projets de jeunes à financer, 5 000 micro-entreprises, on va dire, pour femmes. Aujourd'hui, la question que l'on se pose concrètement, comment se fait au-delà justement de ces jeunes, le choix, on a dit tout à l'heure, des entrepreneurs qui vont donc construire, que ce soit les centres de santé, les infrastructures comme le technopôle de l'université de Ouagadougou, quand on connaît justement les procédures qui ne sont pas toujours faciles pour donc ces genres de projets. C'est vrai, lorsque nous avons pris service, nous avons prospecté toutes les alternatives possibles en matière de passation de marché. Nous avons même monté des dossiers pour l'appel d'offres. Après examen, nous nous sommes rendus compte finalement qu'avec les appels d'offres ouverts, nous risquons de clôturer le dossier pratiquement à la fin de la transition, sans même pouvoir faire quelque chose. Nous avons également pensé à la consultation restreinte. Là également, nous nous sommes rendus compte que finalement, on ne pouvait pas boucler l'opération en moins d'une quarantaine de jours, alors que, comme vous le disiez tantôt, le temps n'est pas véritablement notre bon allié. Alors, donc, ce qui nous restait véritablement, c'était la procédure d'entente directe et ce que nous avons initié, bien entendu avec toutes les précautions qu'il fallait. Nous avons fait appel aux différents ministères pour nous faire des propositions sur la base de leur expérience en matière de qualité des prestations des entreprises. Nous avons également fait appel à un certain nombre d'entreprises de maîtrise d'ouvrage, telles que le Bamon Fasobara, pour minimiser les risques de nous retrouver avec des entreprises qui ne sont pas performantes, compte tenu du fait que les délais sont courts. C'est au regard de tout cela que nous avons pu obtenir un certain nombre d'entreprises qui sont sur le terrain. Il reste entendu que ce n'est pas, nous ne garantissons pas à 100% parce que ce sont des êtres humains qui sont à la tête de ces entreprises et quand il s'agit des hommes, il faut prendre les choses avec beaucoup de précautions et surtout se munir de tous les outils nécessaires pour atteindre les objectifs.
Alors, et à ce titre... Oui. Lorsqu'on lit le mot du Premier ministre dans votre brochure d'ailleurs, on voit un dispositif de suivi. Quel est ce dispositif justement? Alors, le dispositif de suivi, nous avons le secrétariat technique qui est la coordination. À côté du secrétariat technique, nous avons le comité de suivi qui est composé de l'ensemble des directeurs généraux des études sectorielles et de la statistique. Nous avons également la structure d'orientation et de pilotage. C'est le comité de pilotage, si vous le permettez, qui est présidé par le Premier ministre et qui comprend un certain nombre de ministres. Donc voilà le dispositif qui... Le rôle concret, c'est quoi justement? Bon, Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'une entreprise est défaillante, on peut retirer le marché et attribuer à une autre? Ou bien comment ça se passe? Dès l'instant où nous sommes, où les entreprises sont attributaires des marchés, nous rentrons dans le cadre de la réglementation des marchés publics. Et lorsqu'une entreprise est défaillante, il faut se référer à la réglementation des marchés publics pour le retrait de son marché. Et justement, nous veillons, et je crois que les syndicats des entreprises également travaillent à nos côtés. Et nous pensons que si une entreprise est défaillante, nous devrons pouvoir mettre en branle le processus de retrait de marché sans que cela nous cause des difficultés sur le terrain. Parce que déjà, le travail, en tout cas, nous bénéficions de l'appui des syndicats des entreprises en bâtiment et nous pensons que ça ne devrait pas normalement causer des difficultés. Oui, pas de difficulté, on l'espère. Il ne reste plus que 5 à 6 mois pour exécuter tout ce programme. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pourrez tenir dans les délais? Nous pensons que nous pouvons tenir dans les délais. Du moins pour ce qui concerne les entreprises, c'est déjà chose faite. En ce qui concerne l'appui aux jeunes, là également, nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui va causer normalement des difficultés. Je dois dire en passant que parallèlement à cet appui, le gouvernement, à travers son premier responsable, le Premier ministre, a entrepris des concertations avec un certain nombre de partenaires, notamment les sociétés privées, les sociétés parapubliques, pour les sensibiliser dans le cadre de l'emploi des jeunes. Parce qu'il faut se dire que les événements des 30 et 31 octobre, il faut comprendre aussi qu'il y a un problème d'emploi qui se trouve un peu en arrière-plan. Donc il faut que tout le monde puisse comprendre que nous devons travailler à résorber le problème du chômage pour avoir une société de paix et où il fait bon vivre pour tout le monde. Ça sera la dernière question. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour exécuter justement tous ces projets? C'est une décision prise par le gouvernement. Le gouvernement s'est donné les moyens de mettre à la disposition du programme tous les moyens nécessaires pour l'exécution de son programme. Et je crois que pour ce qui concerne le programme socio-économique d'urgence de la transition, c'est un programme qui tient à cœur le gouvernement et nous n'avons pas d'inquiétude quant aux ressources nécessaires pour la conduite de ce programme. Alors, les 25 milliards seront mobilisés. Ça sera le dernier mot. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous rappelle que je recevais pour vous M. Olivier Sawadogo. Il est le coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal. Des jumeaux qui marchent sur la pointe des pieds. L'anomalie s'appelle pied-équin. 2 enfants d'une famille de Bobo-Dioulasso souffrent de la maladie. Nés normalement, c'est à 3 ans qu'ils l'ont attrapé à Madoulougé. Panga Bado. Ils sont nés le 27 mai 2012 à Bobo-Dioulasso. 2 petits garçons hors du commun. Depuis qu'ils marchent, c'est sur la pointe des pieds qu'ils se déplacent. Lorsque les enfants ont commencé à marcher ainsi, ça nous a fait peur. Nous les avons envoyés en consultation.
Mais sans soutien et sans moyens, c'est assez difficile. Né triplet, le troisième garçon ici au milieu de cette photographie est malheureusement mort des suites des maladies. Ce dernier, appelé Wenso, serait le seul parmi ses frères qui marchait normalement. Vraiment, lui, il marchait sans problème. Il était le plus en forme et il a été le premier parmi ses frères à marcher. L'inquiétude reste grande sur les parents. Alidou Bado et Suzanne Zagré se demandent si Wen Kouni et Wen Panga pourront un jour marcher normalement comme les autres enfants. Lorsque nous sommes partis à l'hôpital, on nous a prescrit des chaussures adaptées. Mais franchement, nous n'avons pas de quoi acheter ces chaussures. Pour tenter de comprendre l'origine de cette anomalie, nous nous rendons dans les services de la kinésithérapie de l'hôpital Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso. Consultation, séance de marche et le docteur Gandema Salifou révèle le mal de ces garçons. Lorsqu'on regarde marcher les jumeaux, on s'aperçoit qu'ils marchent sur la pointe des pieds, alors que sur le sujet normal, l'attaque du pas doit se faire par le talon. Et on appelle ça la marche en pied équin. Le pied équin, walking syndrome en anglais, est une pathologie dont les causes restent encore mal connues en médecine, mais pas le traitement. Le traitement de ces enfants va consister à assouplir déjà les articulations de la cheville, à les posturer pour mettre les pieds à 90 degrés et à prescrire des chaussures orthopédiques, qui sont des chaussures montantes. On plie tout simplement le genou, on fait porter la chaussure et on laisse les enfants déambuler avec ça. Oui, c'est un traitement qui est accessible. Pourquoi? Parce que si vous prenez, même si on doit prescrire la rééducation à ces enfants, ça te fait chez l'enfant, ça fait après 300 francs la séance en kinésithérapie. C'est pas du donné, c'est vrai, mais c'est pas cher. Voilà. Traitement pas trop coûteux pour le Burkinabé moyen, mais pas pour Alidou Bado, gardien en repos médical, et son épouse Suzanne ménagère. Pour subvenir aux charges de la famille et nourrir l'ensemble de leurs 5 enfants, la maman Suzanne vient mendier chaque jour ici au marché de Wezenville. L'intervention d'une bonne volonté pourrait donc soulager cette famille et assurer un meilleur avenir à ses enfants. Ce ne sera pas non plus dans le CSPS de Manassé que l'on pourra trouver ce genre de remède, mais le centre fait déjà la joie de la population. C'est le tout premier du village et permettra aux villageois de s'épargner le parcours de dizaines de kilomètres pour avoir les soins de base. Nathalie Sawadogo-Nabalou. Un centre de santé primaire composé d'une infirmerie équipée, un dépôt pharmaceutique, 2 logements pour infirmiers et des toilettes. C'est le cadeau de Campo de la Nouveau, une ONG italienne, à la population de Namassé dans le Ganzourgou. Ce joyau d'une valeur de 88 millions de francs CFA vient soulager un tant soit peu les difficultés de la population à l'accès au centre de santé. Manassé se soignait à Tanwaka. Vu aussi les péripéties de la piste, vraiment ça pourra en tout cas soulager en tout cas la population de Manassé. Pour cette formation sanitaire, ça va couvrir plus de 3000 habitants. C'est vrai que ça n'atteint pas les 5000 habitants qu'il faut, mais en termes d'accessibilité pendant la saison des pluies, et le CSPS de Tanwaka, qui est le CSPS mais où la population était amenée à consulter, sont coupés pendant la saison des pluies. C'est à travers l'association David et Virginie que l'offre a pu se réaliser. Les responsables de l'association se disent satisfaits de cette aide. Et nous avons reçu une demande du chef du village de Manassé qui demandait la construction d'un dispensaire. Nous avons élaboré le projet. Nous sommes partis voir l'ONG Campo di Lavoro qui a bien voulu nous assister. Il est prévu la construction d'une maternité. Namassé compte environ 3000 habitants et est enclavé. La seule voie qui relie Namassé aux autres localités voisines, la Passi, complètement impraticable en saison hivernale. Et c'est toujours autre épine au pied. La population nourrit l'espoir que d'autres bonnes volontés viendront à leur secours. Ce centre pourrait soulager beaucoup plus les femmes qui donnent naissance, parfois dans des conditions difficiles. Et ces conditions ont été évoquées en mars dernier à New York, aux États-Unis. Le Burkina était à ce rendez-vous mondial avec une délégation du ministère de la Promotion de la Femme. De retour au pays, la délégation fait la restitution à Ouagadougou. Nathalie Sawadogo.
acquis engrangés par le Burkina Faso, l'on note l'existence d'une stratégie de politique nationale en matière de promotion et d'égalité entre les sexes, la présence des femmes dans les sphères de décision et dans l'entrepreneuriat, a indiqué la secrétaire générale du ministère de la Promotion de la Femme. En termes de défis, on peut relever la nécessité de mobiliser les ressources et la prise en compte du genre dans les politiques sectorielles. Les participants à cet atelier vont présenter le rapport de la 59e session de la Commission de la condition de la femme, s'entretenir sur le document, formuler des recommandations et des suggestions pour une meilleure contribution du Burkina Faso à la mise en œuvre du programme de Beijing. Un programme qui a été adopté en 1995 lors de la première conférence mondiale à Pékin. Les logements sociaux, c'est l'autre point de l'actualité. Ce soir, de la Caisse nationale de sécurité sociale sont en souffrance dans plusieurs localités du pays. Et l'exemple parfait s'applique au logement de Bobo-Dioulasso, abandonné, délabré. Des personnes nécessiteuses ont décidé d'y aménager. Focus sur l'état de ces maisons avec Kadou Romenki. Des portes et des fenêtres dérobées, faute de services de gardiennage. Bon nombre de ces maisons sont aussi en état de délabrement. Bref, voilà la physionomie que présentent les logements construits ici au quartier Kunima et ceux de la cité Bobo 2010 construits à la faveur de la célébration des 50 ans de l'indépendance du Burkina Faso. Si ces maisons sont pour la plupart inhabitées ici à Kunima, la cité Bobo 2010, elle, est devenue un pôle de convergence des sans-abri. On était dans une maison où le propriétaire a dit dans 10 jours qu'on n'a qu'à laisser la cour qu'il lui veut déménager. Ici, il y avait des maisons vides et j'ai choisi de vivre ici. Quand je venais ici, il n'y avait pas de porte. Tout était vide, il n'y a rien. Les compteurs sont enlevés. On est venu pour un instant avant de chercher les portes pour mettre. Depuis que nous sommes ici, personne n'est venu dire que l'argent, quelque chose, je n'ai rien entendu. Et je vois les gens qui viennent un peu seulement et occuper les maisons. Des maisons de type F3 dont on reprocherait l'exiguïté des pièces et la mauvaise qualité des matériaux de construction. Autant de plaintes qui ont contribué à faire échouer l'idée d'en faire des logements sociaux. Mais quand vous partez là, vous êtes découragé même de ces logements-là. Si vous touchez les murs, là, vous sentez que le ciment utilisé là-bas n'a pas été vraiment de qualité. Et puis, bon, vous voyez l'étendue, les parcelles, là, comme vous voyez, c'est très petit. Les murs là, ne sont pas des petits murs. Vraiment, si vous pouvez revoir un peu la qualité des logements là, et puis vraiment que ce soit vraiment pour que celui qui va avoir ce logement-là soit vraiment à l'aise, qu'il n'ait pas à investir encore là-dedans. Ça est là depuis 6 ans, c'est pas utilisé. Bon, personnellement, je pense que c'est un investissement à perte. On aurait dû peut-être construire des trucs un peu mieux. Un constat qui appelle à se pencher sur la question de ces maisons abandonnées à elles-mêmes et qui cause la désolation chez plus d'un. L'état de l'école de Rambo n'est pas celui des années 60, mais l'établissement a vu passer plusieurs promotions. Tous se sont donné rendez-vous ce week-end pour le jubilé d'or. Korotimi Akagone. Jubilé d'or de l'école primaire publique de Rambo A. La célébration du 50e de cette école est une reconnaissance à cette institution qui a rendu et continue de rendre d'énormes services à la nation à travers l'éducation de ses fils et filles. Pendant 50 ans, des milliers d'enfants ont été scolarisés et continuent d'être scolarisés grâce à cette école. Nous avons tenu à organiser le 50e, bien que l'école ait 52 ans, parce que nous avons tenu à exprimer notre gratitude à cette école qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Outre le caractère festif de ce jubilé d'or, le 50e de l'école primaire publique de Rambo A permis aux et élèves, aux populations de Rambo et environ de se rencontrer et de s'offrir un espace des intrants de réflexion, d'introspection afin de promouvoir un enseignement de qualité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde d'excellence. Nous invitons les enseignants, les élèves, les parents d'élèves à cultiver l'excellence car le monde d'aujourd'hui est un monde d'excellence. Cette commémoration
l'occasion pour chacun des élèves de l'école de Rambo de savoir qu'il peut sortir quelque chose de bon aussi de Rambo. Il y a des statistiques qui ont été données, il y a des références qui ont été données, il y a des personnalités qui sont passées par cette école, qui sont venues honorer la cérémonie de leur présence. Ouverte le 2 octobre 1963, cette école comptait au total 2661 élèves. La célébration du 50e de l'école primaire publique de Rambo A est placée sous le thème « Conscience professionnelle dans le domaine de l'éducation ». Ce thème invite les anciens à aimer et à bien exercer leur métier. Rendez-vous est donné pour le 100e anniversaire. Et peut-être que parmi ces personnalités, cette école a dû produire aussi des chercheurs pour le Burkina. Ces chercheurs veulent des solutions pour la filière karité. Elle est confrontée à un certain nombre de difficultés pour améliorer la production. Le ministère en charge de la recherche et le Danemark se sont associés pour trouver une technologie qui pourrait améliorer les conditions. Momouni Baro. Le Burkina Faso, troisième pays producteur mondial de karité après le Nigeria et le Mali. Les amandes de karité et ses produits dérivés contribuent sans doute à une croissance économique et à une réduction de la pauvreté, surtout en milieu rural. Selon une étude datant de 2012, le Burkina dispose de plus de 195 millions d'arbres de karité après un potentiel de production annuel estimé à 850 000 tonnes d'amandes et 200 000 tonnes de beurre. Cependant, ce potentiel connaît une baisse significative due aux difficultés de renouvellement. Nous désirons soutenir, d'appuyer Burkina Faso avec la régénération. Voilà une belle opportunité que le Burkina Faso devrait saisir pour relancer la filière karité. Ce projet permet de faire la promotion des ressources naturelles, de l'art lui-même dans ce champ, afin que les autres domaines de promotion, à savoir le beurre et le fruit, puissent être optimisés en termes de réduction du temps de production de l'arbre lui-même, en termes de qualité du beurre qui sera extraite et en termes aussi de fonctionnement de l'ensemble de la filière karité. Pour la mise en place de ce projet, le Royaume de Danemark a consenti environ 230 millions de francs CFA sur une période de 3 ans. Et ce projet devrait s'exécuter dans 3 régions, à savoir le nord, le centre-ouest et les hauts bassins. Confrontée aussi à des difficultés d'approvisionnement, la Sonabi élargit son espace de dépôt. Elle a lancé hier la construction d'un dépôt de produits pétroliers à Péni. Son coût est estimé à plus de 16 milliards de francs CFA. Il doit s'exécuter en 20 mois. Karim Sissé. En principe, dans 20 mois, sortira de cette terre de Péni un dépôt de produits pétroliers. Un dépôt qui sera bâti sur une superficie de 30 hectares. Il comprendra une aire de stockage pour 3000 bouteilles de gaz, 17 000 pouces de tuyauterie, une sphère de 4000 m3 et un réservoir incendie de 5000 m3. Plus de 16 milliards de francs CFA, c'est le coût de la construction de cette infrastructure. Et le financement est assuré par la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures. Le dépôt est fait pour accueillir à la fois des camions-citernes, des wagons-citernes, mais nous avons anticipé aussi le pipe qui pourrait arriver très rapidement donc, au Burkina Faso, parce qu'il est déjà donc, au niveau de la frontière de la Côte d'Ivoire. L'une des missions essentielles confiées à la Sonabi est la construction de stockage pour garantir au pays une sécurité énergétique suffisante. Et le lancement des travaux de construction du dépôt de gaz de Péni est une réponse à la politique nationale du gouvernement en matière d'énergie. C'est 15 ans après avoir acquis le terrain qu'on est en train de lancer. Ces travaux pour permettre à la Sonabi de pouvoir avoir beaucoup plus de capacité de stockage par rapport aux produits du gaz qui, comme vous le savez, de temps en temps, on a des problèmes de rupture au niveau de ce produit-là. Donc augmenter les capacités à travers la construction de ce nouveau dépôt-là, c'est vraiment un plus pour cette société qui est, comme on l'a relevé au niveau de nos différentes interventions, très très importante pour l'économie du pays. La population de Péni n'a pas marchandé sa mobilisation lors de cette cérémonie de lancement de la construction du dépôt de gaz. Une population qui, depuis 2000, attendait impatiemment le démarrage des travaux.
Et puis une autre couche qui attend impatiemment à l'inclusion. Les élèves et étudiants handicapés lancent un appel pour que soient pris en compte leurs droits socio-professionnels. Ils demandent aussi plus de solidarité. Ce sont les conclusions de leur nuit de l'inclusion organisée pour la deuxième fois à Ouagadougou. Hippolyte Milogo, Bouma Ernest Nebié. Et de deux, pour la nuit de l'inclusion de l'Association des élèves et étudiants handicapés du Burkina. Au cours de cette nuit, les membres de l'association ont lancé un appel aux décideurs pour une meilleure application des textes. Demander de prendre le volet inclusion dans toutes les décisions qu'ils vont prendre à leur niveau. Demander aussi au gouvernement de respecter la loi qu'ils ont votée, surtout le décret de la loi 012 du 1er avril 2010 portant promotion et protection des personnes handicapées. Un plaidoyer qui ne laisse pas indifférent le gouvernement burkinabé qui s'engage séance tenante à apporter son soutien à ses élèves et étudiants en situation de handicap. Il est important de penser à ce volet de la personne vivant avec un handicap, surtout les étudiants vivant avec un handicap, afin de penser à des dispositions qui puissent leur permettre de pouvoir poursuivre leur cursus universitaire assez aisément. Messages de sensibilisation, prestations d'artistes, défilés de mode ont tenu en haleine le public pendant 2 heures. Au cours de cette nuit de l'inclusion, des fonds ont été collectés pour venir en aide aux personnes vivant avec un handicap. On a parlé aussi de l'inclusion et surtout de l'intégration à travers la nuit culturelle de la CEDEAO. Cette nuit, des troupes issues de différentes communautés de l'espace sont venues prester. Le but est de créer un cadre d'échange et de brassage culturel. Bouma Ernest Nebié. C'est une prestation en live de la troupe de danse traditionnelle Lélé Balatou de Réo à l'occasion de cette nuit culturelle organisée dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la CEDEAO. Comme elle, plusieurs troupes de danse traditionnelle venues des pays de l'espace CEDEAO ont aussi montré leur savoir-faire. En réalité, c'est une nuit culturelle qui embrasse toutes les populations vivant avec nous au Burkina Faso. L'objectif, c'est de créer cette atmosphère d'échange entre les différents peuples afin qu'on se connaisse, qu'on échange entre nous. Parce que la non-connaissance, quand on ne connaît pas l'autre, il y a une certaine méfiance vis-à-vis de l'autre. Et je crois que ce genre de brassage permet de briser ces barrières entre les peuples. La nuit a servi de cadre pour la remise des prix aux gagnants des compétitions sportives organisées les 21 et 22 mai dernier. Des compétitions sportives qui s'inscrivent également dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. On en parlait hier dans notre journal. Les étalons sont tombés en amical contre le Cameroun. Le 11 national qui menait pourtant 2-1 a pris 2 buts en 7 minutes. Score final 3-1 pour les Lions indomptables. Arthur Ouedraogo et Yacouba Ouedraogo. En ce qui concerne le résultat, bien sûr, on a des regrets parce que je pense qu'on méritait mieux que ce résultat. Que le match fourni par notre équipe était de bonne qualité. Bien dit. Mais un match se joue sur 90 minutes. C'est connu, dirait-on, sauf que dans la pratique, ce n'est pas toujours évident et les étalons ne diront pas le contraire après cette rencontre amicale contre les Lions indomptables du Cameroun. Eux qui sont bien rentrés dans leur match avec des occasions. Bansé dès la première minute de jeu. Puis Préjus Nakoulman, 3 minutes après. Préjus qui va même ouvrir le score pour le Burkina à la 17e minute sur une attaque éclair. Le Burkina déroule, le Cameroun caracole. Vincent Bakar, d'un geste venu de nulle part, prend à défaut défense et portier burkinabé pour l'égalisation. Les étalons se remobilisent et se remettent sur le chemin des buts. Aristide Bansé dépose la balle de la poitrine. Guy Assemblé plie devant la frappe lourde du big. À 2-1, c'est avec une satisfaction et dans le jeu et au score que les étalons regagnent les vestiaires. La seconde partie ne sera pas aussi reluisante que la première pour les nôtres.
Aristide Bansé, encore lui, trouvera la barre transversale de Guy Assemblé sur son chemin à la 49e. Mais les choses se compliquent par la suite pour les étalons qui se sont esquintés au fil du match. Conséquence, les erreurs surviennent, comme ici à la 85e où Steve Yago se loupe complètement. Et Clinton Inji profite pour rétablir la parité au score. Puis, c'est toute la défense qui cède en fin de match à la 91e pour une victoire camerounaise 3-2. Le Burkina a certainement bien joué, mais le Cameroun a gagné. Il faut vite tirer des leçons et corriger ses erreurs défensives pour ne pas retomber dans les travers d'antan, car le temps presse et le rendez-vous, c'est ce samedi 13 juin contre les îles Comores à Ouagadougou pour le premier match des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Nous recevons pour vous Ruth Bini-Ouattara pour justement Dimanche Sport sur la RTB. Bonsoir Ruth. Bonsoir Simon. Alors, Yacouba Ouedraogo l'a dit, les étalons doivent rejoindre Ouagadougou et ils devraient être actuellement à l'aéroport international de Ouagadougou. Voilà donc après 2 matchs amicaux qui se sont soldés pas des défaites, il faut le dire en termes de résultats, c'est pas très encourageant, mais selon ce que nos reporters nous ont relaté, au vu de ce que les étalons ont fourni comme effort, en tout cas il faut dire que dans le fond marquer 2 buts à une équipe comme le Cameroun, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc par 3-2, les étalons sont tombés et le secteur offensif n'était pas très bien animé parce que nous avons des blessés, vous le savez, il y a Jonathan Pitroapa et Alain Traoré qui sont même indisponibles pour le match du 13 contre les Comores, mais il y a certains jeunes joueurs auxquels le coach a fait appel qui ont donné satisfaction. Donc en principe, à l'heure même où nous parlons, les étalons doivent être à l'aéroport en train de débarquer et ils vont justement peaufiner un programme de préparation en vue de la réception des Comores le 13 juin prochain. Vous savez que c'est le premier match des éliminatoires à la CAN Gabon 2017 pour le Burkina Faso. 2017. Voilà. Alors, ce soir, il y a eu un événement ici à Ouagadougou, le début du championnat féminin. Voilà. Oui, le championnat féminin a effectivement commencé ce soir et ce que j'ai comme résultat pour vous, c'est le match des Princesses contre les Gazelles au stade municipal qui s'est soldé par une victoire de 3-1 pour les Princesses. On et il faut noter... encore atteint les scores du championnat féminin. C'est vrai que le championnat féminin nous a habitués quand même à des scores qui sont assez exorbitants du football. Voilà. Et il faut noter en tout cas que ce championnat féminin-là, c'est au titre de la D1 et ça va se jouer sur 14 journées, 7 en aller et 7 au retour. Merci Ruth Bini. C'est fini pour ce soir. Merci d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière édition du journal sur la RTB.